Le 20 août, nous avons euh, suggéré qu'après la cérémonie d'ouverture du monologue, ce qu'il convient d'appeler un monologue ou un débilogue version 3, sans Idriss cette fois-ci, puisque 90% des participants viennent d'un seul camp, nous avons suggéré qu'après l'ouverture, qu'il y ait une suspension et la mise en place des facilitateurs, peu importe d'où ils viennent, pour nous permettre de nous entendre sur les deux choses qui manquent pour donner à cette rencontre le caractère de dialogue du peuple, à savoir l'égalité et la justice. Et donc, les délégations qataries, notamment le conseiller de l'émir du Qatar, chargé de la sécurité, et qui était le négociateur en chef, en tout cas des discussions de Doha, ainsi que d'autres personnalités africaines, ont bien voulu, en tout cas, nous écouter. Et donc, nous avons eu des échanges francs, directs, denses, pour justement expliquer que si nous n'arrivons pas à un vrai dialogue, ce sera un monologue. Et si tel était le cas, le peuple tchadien était en droit d'organiser son propre dialogue, comme nous l'avons lancé le 20 août. Et l'enjeu, c'est que nous puissions nous entendre. Et si nous ne nous entendons pas, nous allons nous retrouver sans doute avec, je dirais, deux gouvernements, deux dialogues parallèles, deux chartes parallèles. Et au final, finalement, je crois que ça n'arrangerait personne. Mais s'il faut passer par cela, il faut être déterminé. En tout cas, j'ai voulu porter ce message-là au nom de cette grande partie de la population tchadienne qui veut que l'égalité et la justice soient au rendez-vous. Le plus important, ce n'est pas le siège de M. Masra. Le plus important, c'est ce que le peuple tchadien veut. Et donc, j'espère bien qu'on prendra le temps nécessaire pour échanger, non pas seulement avec nous de l'intérieur, mais il y a des acteurs majeurs, importants aussi de l'extérieur, politico-armés notamment, qui ne sont pas encore dans ce rendez-vous. Et tous les Tchadiens savent, si vous posez la question aux Tchadiens, quels sont ceux qui ont organisé la contestation de l'intérieur pour créer les conditions pour qu'on arrive à un dialogue, à une transition, ils vous donneront les noms de ces organisations qui ont piloté ceci à l'intérieur du Tchad. Si vous leur demandez quels sont les mouvements, en tout cas politico-armés, qui ont créé les conditions pour que nous soyons dans la situation actuelle, les deux conjugaisons de ces forces-là, les Tchadiens vous le diront. Et donc, si ces principaux acteurs-là ne sont pas dans la salle, on ne peut pas parler de dialogue. Ils peuvent se mentir le matin, à midi, le soir, mais on ne parlera pas du dialogue. Donc oui, nous souhaitons qu'il y ait un dialogue du peuple, le dialogue du peuple, avec les conditions d'égalité et de justice. Donc c'est à ceux qui ont voulu organiser un monologue de revenir à la raison, et à ce moment-là, ce sera un dialogue sur la base de l'égalité et de la justice. Et à ce moment-là, à ce type de dialogue, nous sommes du côté du peuple, donc nous allons nous y retrouver. Si tel n'est pas le cas, alors c'est un monologue, et notre intention, ce n'est pas de cautionner un monologue. Mais c'est exactement ce que je venais de vous dire. Les transformateurs sont du côté du peuple. Dès le premier jour, dans une constance, parce que nous sommes l'écho de ce peuple qui veut la justice et l'égalité. Si quelqu'un a un problème avec la justice et l'égalité, dans la composition des participants à un dialogue, on n'a rien à faire ensemble avec ces gens-là. Et donc c'est pour ça que s'ils vont du côté de la justice et de l'égalité, tout le peuple tchadien veut la justice et l'égalité. Et donc si tel était le cas, alors à ce moment-là, nous serions associés à ce type de dialogue. Aujourd'hui, dans les conditions actuelles, ce que nous demandons, c'est la question de la justice et donc de l'objectivité et donc de la neutralité de ceux qui vont diriger la transition après le dialogue. Ceci ne dépend pas des conclusions du dialogue parce qu'on ne peut pas être jugé parti. Ça, c'est d'un côté. La deuxième chose que nous demandons, c'est l'égalité des participants qui auront le droit de vote. Il ne s'agit même pas de demander une égalité parfaite en termes de nombre de participants. Parce que parmi les participants qui viennent, les militaires, par exemple, ne doivent pas voter. Les chefs traditionnels ne peuvent pas voter. Les chefs religieux ne peuvent pas voter. Vous voyez? Autant de gens qui peuvent ne pas voter. Donc, on peut remplacer ceux-là qui ne peuvent pas voter là par un nombre de participants qui auront donc ainsi rééquilibré les choses en termes de participants qui auront le droit de vote. Vous voyez, ce ne sont que les deux choses que nous demandons. Et nous ne sommes pas les seuls à demander. Il y a beaucoup d'acteurs qui demandent ça. Le groupe de l'appel du 1er juin, les démocrates, Wakitama, l'UNPT, et je peux citer comme ça une longue liste, même partie du clergé, de la diaspora, etc. Donc vous voyez, au final, nous ne sommes que l'écho de quelque chose autour duquel de plus en plus de Tchadiens se retrouvent et qui ne sont pas évidemment associés aujourd'hui aux discussions qui vont avoir lieu
qui sont plutôt un monologue, avec 90% des gens venant d'un seul camp. On peut corriger cela à la condition que la bonne foi soit au rendez-vous. Nous, les transformateurs, nous étions les premiers à demander un dialogue. Au moment où personne ne croyait au dialogue. Vous vous souvenez, je suis allé avec un vice-président rencontrer le président Déby pour lui dire d'arrêter l'élection où c'était Déby face à Déby et en lieu et place d'organiser quoi? Un dialogue et une période de transition pour passer la main. Et à ce moment-là, presque on nous disait, toutes les institutions sont en place, tous les dialogues ont eu lieu, toutes les résolutions sont les meilleures, la constitution était la meilleure. Les mêmes qui ont organisé ça aujourd'hui, c'est les mêmes qui sont aux manettes. Voulez-vous qu'on leur fasse confiance comme ça, à l'aveugle? Évidemment non. Donc c'est pour ça que nous demandons des conditions qui sont des conditions pour ne pas se retrouver avec les mêmes types de dialogues du passé, c'est-à-dire que des dialogues qui manquent de sincérité. Le Tchad n'a pas manqué de dialogue, le Tchad a manqué de sincérité dans les dialogues. Donc si on y met de la sincérité, dès demain matin, nous sommes prêts puisque nous avons même nos propositions écrites qui sont prêtes et que nous pouvons présenter à la nation. On ne bâtit pas une nation avec l'émotion. On bâtit une nation avec des actes. Et je crois que ce que les Tchadiens savent, c'est que l'Union africaine, à la tête de laquelle se trouve ce monsieur, est venue s'enterrer ici en termes de crédibilité. C'est parce que l'Union africaine a eu l'attitude qu'elle a eue vis-à-vis du coup d'État qui a eu lieu au Tchad, que d'autres coups d'État, nous avons prédit à l'époque, ont eu lieu. Donc, si à l'international, au moment où on est à la tête d'une institution, où on doit servir d'exemple, on n'a pas été capable de servir d'exemple. Si, en plus de cela, ce qui me revient, c'est que les uns et les autres ont reconnu leurs responsabilités dans l'enterrement du Tchad, parce qu'ils ont été les piliers qui ont permis à ce système qui nous a conduit à l'impasse d'aujourd'hui d'être là. Et donc, vous voyez, c'est une double repentance qu'il faut. J'allais dire même une triple repentance. Parce que ce même monsieur a été utilisé par l'ancien président pour rompre avec une règle non écrite qui voudrait que quand le président vient d'une partie du Tchad, que le Premier ministre vienne d'une autre partie du pays. Ce monsieur-là a été utilisé même pour arrêter cette règle non écrite. Pire encore, pendant 9 ans peut-être ou 10 ans à la tête du Tchad, des ministères des Affaires étrangères, regardez les gens qu'il a nommés dans les ambassades. Je vous laisse, vous êtes des journalistes, allez regarder les gens qu'il a envoyés dans les représentations diplomatiques. C'est essentiellement des gens venant d'une seule partie du pays. Donc vous voyez, vous mélangez tout ça, tous ces gens qui ont enterré le pays. La vraie repentance, c'est d'agir maintenant. Au-delà de l'émotion et des mots, je crois que c'est sur le rendez-vous des actes que les Tchadiens attendent les uns et les autres. Et je crois que c'est ça l'enjeu pour l'avenir de notre pays, pour que les uns et les autres ne s'imaginent pas d'une certaine manière encore avoir la docilité de ce peuple qui pendant longtemps justement est resté sans rien faire et a laissé son avenir confisqué par un petit groupe. Et c'est pour cela d'ailleurs que le moment est venu de changer tout ça. Vous voyez bien que l'Union africaine aujourd'hui va devoir se déterrer au Tchad. Et donc les Tchadiens attendent que l'Union africaine se déterre. Et jusqu'à présent, on n'a rien vu venir. Je crois que les 2 ou 3 choses que l'Union africaine a demandées n'ont pas été respectées. L'Union africaine est donc en train de dire aux Tchadiens qu'elle est inefficace parce qu'il a probablement des gens inefficaces à sa tête. Et donc, il appartient désormais aux Tchadiens de prendre leurs responsabilités entre leurs mains. Vous voyez, c'est ce que je retiens, moi, y compris en échangeant avec toute la délégation de l'Union africaine. J'ai rendu compte d'ailleurs, je dirais aux Tchadiens, à la sortie des discussions que j'ai eues avec le commissaire à la paix et à la sécurité. Et puis finalement, je crois que tout le balai de tous les responsables de l'Union africaine ici au Tchad ont montré aux Tchadiens et aux Tchadiennes oublier cette institution pour l'instant. Donc, dès lors qu'elle décidera enfin de se déterrer, à ce moment, les Tchadiens pourront voir un acte et à partir de l'acte, juger si ils sont efficaces ou pas. La sincérité se mesure à des actes. Voyez-vous, la sincérité se mesure à des actes. Vous savez, nous avons eu affaire à la kermesse du désordre, c'est terminé, le népotisme, c'est terminé, choisissez le camp entre la justice, etc. On a vu tout ça par le passé. Les Tchadiens ont déjà été mordus plusieurs fois par plusieurs serpents. Et donc, même quand ils voient une corde de long, ils s'en méfient. C'est les actes qu'on attend. On n'est plus au moment des mots, ou des discours, ou des émotions. Il semble que l'émotion est nègre, mais le moment est venu aussi de faire en sorte que la raison soit nègre. Et la raison doit être basée sur des faits, de la science, de la réalité. Et la réalité aujourd'hui des Tchadiens, c'est une réalité d'une sorte de conglomérat de gens qui se sont entendus pour maintenir ce système et qui jusqu'à présent, on n'a pas encore vu des actes qui démontrent tout à fait le contraire. Ils ont placé leurs frères, leurs demi-frères, leurs grands frères, leurs petits frères dans toutes les institutions, leurs cousins, leurs amis, leurs neveux, tout un petit groupe qui a confisqué l'avenir de ce pays-là. Et les querelles entre clans
ne nous intéresse pas et n'intéresse pas les Tchadiens. C'est plutôt qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir de ce pays. Je crois que c'est à l'aune de cela qu'on attend les uns et les autres debout et déterminés. Et je crois que c'est ça que le peuple tchadien est en train de faire aujourd'hui. Vous savez, mes militants me font confiance. Il y avait plus de 30 000 militants qui sont venus pour marcher sur le palais du 15 janvier. Je leur ai demandé de repartir dans la tranquillité. Ils sont repartis. Il y avait plus de 65 000 militants qui sont allés au stade de N'Djamena pour remplir le plus grand stade de N'Djamena. Nous leur avons demandé de rentrer dans la paix et de nettoyer le stade. Ils l'ont fait. Ce peuple-là me fait confiance. C'est ça qui est très très puissant. Et donc ce peuple-là est déterminé et est debout. Ils me font confiance, y compris pour négocier à seul, avec des chefs d'État, avec des responsables publics, avec des diplomates, etc. Pendant les 4 derniers mois, j'ai voyagé à travers le monde. En Afrique pour rencontrer les chefs d'État, en Europe pour rencontrer les chefs d'État, des diplomates, pour leur porter le message que justement, au-delà des militants, ce peuple qui s'est mis debout m'a mandaté là-dessus. Donc ils me font confiance et je crois que le plus grand honneur que le peuple tchadien me fait, c'est cette confiance-là. Ils savent que Masra, le matin, à midi, le soir, à seul ou en grand groupe, il tient le même propos parce qu'il n'est pas là pour faire du yo-yo et du zigzag. Je crois que c'est ce à quoi les gens ont été habitués avec des acteurs publics dans notre pays. Masra ne fait pas du yo-yo et du zigzag. Vous voyez, c'est pour ça que ce peuple-là m'a fait confiance. Je suis allé m'asseoir avec Déby pour lui dire « Laissez partir mon peuple sur le chemin de la liberté, la véritable démocratie. » Ce peuple-là m'a fait confiance. Vous voyez, donc tout ça montre bien que nous sommes dans une dynamique qui est une dynamique co-construite avec l'ensemble de ces Tchadiens qui croient qu'un autre chemin est possible. Et donc, l'important, nous avons toujours dit que nous souhaitons dialoguer. Mais nous voulons dialoguer à la table de l'égalité et de la justice, contrairement aux autres qui veulent monologuer à la table de l'adhésion, à un contrat d'adhésion, à ce qu'on appelle un contrat d'adhésion. Le dialogue, c'est 2 camps qui s'asseyent à la table de l'égalité et de la justice. Donc, ils accepteront de me voir aller m'asseoir à la table de l'égalité et de la justice. Mais ils savent aussi que je ne m'asserai pas à la table de l'inégalité et de ce qu'on peut avoir à appeler une table d'injustice d'une certaine manière. Donc, je crois que cette confiance, elle est là et c'est ça qui me donne une sorte d'énergie renouvelable.